Bien, merci beaucoup. Donc on va poursuivre notre séance avec Muriel Matonnet de Limoges. Ouais, on change d'organe, puisqu'on parle des tumeurs endocrines de l'appendice. Trop de colectomie droite avec un point d'exclamation ou d'interrogation? Un point d'interrogation. On verra s'il faut le changer en point d'exclamation à la fin. Alors, si on regarde la carte d'identité des tumeurs neuroendocrines appendiculaires, la première chose, c'est leur rareté, incidence 0,15 à 0,6 pour 1 million. Il y a quand même une légère croissance de cette incidence au cours des 30 dernières années, avec un pic de fréquence autour de la quarantaine, et ça reste la deuxième en fréquence, la deuxième des tumeurs appendiculaires. La première étant l'adénocarcinome, ce n'est pas la TNE. C'est le plus souvent, dans la très très grande majorité des cas, une TNE appendiculaire, c'est une découverte fortuite. 90% des TNE sont découvertes fortuitement sur une pièce d'appendicectomie, c'est-à-dire que macroscopiquement, déjà lors de l'appendicectomie, ils n'avaient pas été vus, ce qui représente 0,1 à 2-3% des pièces d'appendicectomie. Ce sont avant tout des petites tumeurs, 60 à 85%, et qui se situent à la pointe appendiculaire dans 60 à 80% des cas, avec finalement une survie globale excellente, puisque la survie globale à 5 ans dépasse 95%. Alors la carte d'identité étant donnée de ces TNE appendiculaires, on va mettre en regard le taux de colectomie droite qui est effectué. Là, j'ai repris le papier de Nussbaum qui a été publié récemment, en 2015. C'est une étude rétrospective qui s'est étendue de 1998 à 2011, plus de 5000 tumeurs neuroendocrines opérées. Et qu'est-ce que l'on constate? Si on sépare finalement les tumeurs inférieures à 1 cm, entre 1 et 2 cm et plus de 2 cm, on se rend compte que le taux de colectomie droite pour les plus de 2 cm atteint 80%, que pour les tumeurs entre 1 et 2 cm, ce taux augmente progressivement en passant de 50% à 70%, et que pour ces petites tumeurs, et finalement ce sont les plus fréquentes, si on vient de voir la carte d'identité, c'est avant tout celle que l'on rencontre, eh bien on a quand même un taux de colectomie droite qui atteint 40%. Et si l'on regarde maintenant la survie globale, le papier de Grotz, en 2011, 576 tumeurs neuroendocrines appendiculaires. Il a regardé la survie globale entre appendicectomie versus colectomie droite. Oui, il y a une différence. Pas significative, mais il y a une différence. On passe de 80% pour les colectomies à quasi 80, plus de 90% les appendicectomies. Mais si l'on s'attache à ce petit sous-groupe des tumeurs neuroendocrines appendiculaires qui ont une taille entre 1 et 2 cm, eh bien, on se rend compte que finalement, que l'on fasse une colectomie droite, une appendicectomie ou une appendicectomie avec curage, enfin avec présence de ganglions, et que les ganglions régionaux soient envahis ou pas, on n'a aucune différence dans la survie. Ces tumeurs neuroendocrines ont été reconnues il y a fort longtemps, mais ça a été en 2009 puis 2010 que l'on a commencé à donner les classifications un peu plus précises. Et en 2010, donc en 2000, l'OMS avait fait sa première classification, mais en 2010, elle a affirmé que finalement, il fallait considérer toutes ces tumeurs neuroendocrines comme des tumeurs. En 2000, on parlait de tumeurs de TNE endocrines, de carcinoïdes bénins, malignité incertaine ou malin. En 2010, on ne parle plus de ça. Ce sont tous des tumeurs et l'on va différencier les tumeurs neuroendocrines typiques des neuroendocrines mixtes. Dans ces tumeurs neuroendocrines typiques, on a les tumeurs neuroendocrines et les carcinomes neuroendocrines et on les classe selon leur grade de malignité, où on va considérer le nombre de miltoses et l'index de prolifération, le KI67. Et puis, a été différencié dans les carcinomes neuroendocrines dits G3, donc les plus agressifs, les carcinomes à petites et les carcinomes à grandes cellules. Le groupe carcinome neuroendocrine mixte, ces adénocarcinoïdes, est un groupe encore assez hétérogène,
Et pour l'instant, donc sûrement un groupe dont la classification va évoluer, mais en tout cas pour l'instant, on distingue les carcinoïdes caliciformes typiques, c'est ce qui est nommé dans la littérature anglo-saxonne le goblet cell carcinoïde, les carcinoïdes à cellules en bague à chatons et les adénocarcinoïdes peu différenciés. En regard de cette classification OMS, l'UICC a proposé sa classification TNM, basée donc sur le T, le N et le M. La première remarque sur cette classification 2009, c'est que le T, pour ces tumeurs neuroendocrines appendiculaires, n'est pas basé sur l'envahissement pariétal. Il est basé sur la taille, comme vous pouvez le constater, 1 à 2, 2 à 4, et que dès qu'il y a un envahissement local, l'extension au sécom est considérée comme un T2, à l'iléon comme un T3. Il faut vraiment qu'il y ait un envahissement des organes ou des structures adjacentes pour que ce soit un T4. Cette classification de l'UICC est un petit peu différente de celle qui avait été proposée par l'ENET en 2007, qui, elle, prend en compte l'envahissement pariétal et l'envahissement du méso-appendiculaire en différenciant l'envahissement inférieur à 3 mm ou supérieur à 3 mm. Alors Volanté, en 2013, s'est attaché à essayer de voir qu'est-ce que cela pouvait donner de reclasser ces tumeurs neuroendocrines appendiculaires. Donc il a pris la classification du WHO 2000 qui différencie les bénins des malignités incertaines des malins et il a reclassé toutes ces tumeurs neuroendocrines selon la classification 2010. Première remarque, il n'y a plus de tumeurs malignes. Parmi les tumeurs à malignité incertaine, 75% ont été reclassés en G1. Parmi les tumeurs dites des carcinomes, 80% ont été reclassés en G1. Révision de la classification, finalement, Volanté confirme que ce sont des lésions qui sont peu évolutives. Alors comment les traite-t-on ? En 2014, a été édité, c'est l'édition du Thésaurus, le TNCD de cancérologie digestive. Qu'est-ce qui est dit face à ces tumeurs neuroendocrines qui, on vient de le voir, sont avant toute petite taille? Si on les reclasse, c'est plutôt des tumeurs bénignes. Il était dit que si on se basait sur la taille, moins d'1 centimètre, c'était l'appendicectomie, pas de traitement complémentaire ni d'exploration si c'était un G1 avec résection R0. Plus de 2 cm, colectomie droite. Là, on ne discutait pas avec curage ganglionnaire. Entre 1 et 2 cm, là, on discute. On discute la colectomie droite et le curage, et on prend certains éléments qui vont nous inciter plutôt à faire de la colectomie droite, l'envahissement quand c'est à la base appendiculaire, les métastases, l'envahissement du méso, la présence d'emboles, et puis quand c'est des adénocarcinoïdes, là on ne discute pas, c'est le G3 résicable, c'est la colectomie droite. Là, tout le monde à peu près était d'accord. Et puis il y avait des options qui ennuyaient un peu toutes, les RCP. C'est le G2 inférieur à 1 cm. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il n'y avait pas de recommandation. Est-ce qu'il fallait le prendre comme un seuil pour faire une colectomie droite ou pas ? Finalement, il y a eu sûrement beaucoup de colectomies droites qui étaient faites sur ce type de tumeur. Et la deuxième remarque, c'est que ces recommandations du TNCD reposaient sur des études qui étaient anciennes, et vous voyez, je vous les ai citées. C'était les 2 études de Myrtle, l'une publiée en 68, l'autre publiée en 87, sur des petites séries de patients. Et que l'indication de colectomie droite, dans ce TNCD, ne reposait que sur la taille de l'ATN. Janvier 2016, donc ça fait 2 mois, des recommandations, des nouvelles recommandations ont été éditées, un consensus, sur la prise en charge des tumeurs neuroendocrines appendiculaires. Papé, Niederle, Costa. Qu'est-ce qui est dit ? Premièrement, tout ce qui est G3 ou adénocarcinoïde, c'est facile, il faut faire une colectomie droite. La preuve, c'est le CER, c'est l'enquête rétrospective 73-2011, 18 centres, lorsque l'on regarde la survie à 5 ans après colectomie droite, eh bien, on se rend compte que 1, on n'a jamais 100% de survie, 2, plus la tumeur est atypique, et là c'est les gobelets cell, c'est les adénocarcinoïdes, plus la survie va se rapprocher en fait des adénocarcinoïdes
carcinome avec envahissement ganglionnaire. Il faut donc les traiter comme des colectomies droites. On ne le discute pas. Deuxièmement, les tumeurs neuroendocrines de plus de 2 cm, celles qui, avant, étaient classées comme des T3-INETs ou des T2-UICC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, il faut faire une colectomie droite. La preuve, c'est le papier de Chiarocci, qui a été publié donc en 2015, 354 patients. Il a comparé 110 appendicectomies ou séquectomies. Donc il a un peu poulé les deux, ce qui est un petit peu un biais du papier, versus 244 colectomies droites, survie à 5 ans. Bon, c'est identique, mais on a cette notion de séquectomie qui est un petit peu gênante dans l'analyse. On préconise quand même la colectomie droite. Pour les tumeurs de petite taille, inférieures à 1 cm, réséquées en R0, c'est-à-dire les T1-INETs ou les T1A UICC, la recommandation, c'est appendicectomie seule. Et lorsque l'on regarde le papier de Muret, 31 neuroendocrines inférieurs à 1 cm, il a fait là aussi une relecture pour reclasser toutes ces tumeurs neuroendocrines en UICC 2010. Sur ces 31 petites tumeurs, 2 avaient eu une colectomie droite complémentaire, déjà. Et si l'on regarde celles pour lesquelles on avait une analyse ganglionnaire, qu'il y ait ou pas de ganglions, il n'y avait jamais de ganglions envahis pour ces toutes petites tumeurs, que certes il pouvait y avoir dans 6% des cas un envahissement du méso-appendiculaire, qu'il n'y avait jamais d'envahissement périnerveux ou vasculaire, et qu'en regardant à 10 ans la survie, aucun malade n'était décédé de sa maladie neuroendocrine, récidive 0. Donc ça ne fait que confirmer que les tumeurs neuroendocrines de petite taille, je vous rappelle que c'est plus de 90% de celles que l'on rencontre, l'appendicectomie sans surveillance suffit largement. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ces nouvelles recommandations? On a vu les plus de 2 cm, on a vu les adénocarcinoïdes, on a vu l'autre extrême, c'est l'inférieur à 1 cm. Finalement, l'intermédiaire à 2 cm, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut considérer les facteurs aggravants éventuels qui, eux, peuvent pousser à effectuer une colectomie droite. Le premier facteur aggravant, c'est un G2, c'est-à-dire entre 2 et 20 mitoses, ou un KI67 situé entre 3 et 20. Oui, quand on regarde volonté, là aussi, et chaque fois je me suis attachée au papier où les auteurs avaient pris soin de reclasser les tumeurs pour essayer d'avoir le moins de biais possible. Là aussi, il y a une reclassification des tumeurs neuroendocrines entre 1 et 2 cm. Il y a une différence entre les G1 et les G2. Le G2 est bien un facteur aggravant, il faut faire une colectomie droite avec curage. Deuxième facteur aggravant, l'envahissement ganglionnaire. Alors évidemment, l'envahissement ganglionnaire, on va mieux pouvoir l'analyser si on a fait une colectomie droite. Ça, c'est un papier de Nussbaum en 2015. 385 appendicectomies, 531 colectomies droite, évidemment. On va avoir jusqu'à plus de 15 ganglions quasi dans la moitié des cas si on a fait la colectomie droite versus pas de ganglions si on a fait une simple appendicectomie. Mais on a tout de même un envahissement ganglionnaire un petit peu plus élevé lorsqu'on va prélever les ganglions. Donc c'est un facteur aggravant. Troisième facteur aggravant qu'il faut considérer, c'est l'envahissement vasculaire. L'incidence des métastases est de manière significative plus élevée si on a un envahissement vasculaire. C'est le papier de Kleiman de 2015. Et puis, deux autres, quatrième et cinquième facteurs aggravants, c'est l'infiltration du méso sur une épaisseur de plus de 3 mm ou une résection dite R1 ou R2. R1, c'est-à-dire qu'on a un envahissement microscopique ou qu'on est passé en limite de tumeur. R2, c'est un envahissement macroscopique. Là aussi, on a une aggravation, c'est un facteur aggravant et il faut le considérer comme une indication de colectomie droite. TNE appendiculaire, petite taille, avant toute découverte fortuite. Et lorsque l'on regarde finalement sur ces TNE de découverte fortuite, dans quelle proportion on va avoir ces facteurs aggravants, finalement on n'en a pas beaucoup. Parce que la taille médiane, elle est inférieure au centimètre, moins d'un centimètre c'est l'appendicectomie. L'envahissement de la base appendiculaire, c'est à peine 10% des cas, je parle en médian. L'envahissement ganglionnaire ou l'infiltration nerveuse ou vasculaire, moins de 10% des cas.
Une tumeur classée, une lésion classée R1, c'est-à-dire finalement, c'est quand on a squelettisé l'appendice, 4%. L'envahissement du méso, 26%. Et une appendicectomie, on ne va pouvoir juger l'envahissement du méso, l'envahissement du ganglion, l'envahissement vasculaire, que si on l'a fait dans de bonnes conditions. On sait que l'appendicectomie, le gold standard actuellement, c'est la célioscopie, et que si c'est facile de faire une appendicectomie sur un appendice un petit peu inflammatoire, des fois on est un peu plus embêté lorsqu'il y a un plastron appendiculaire, mais dans tous les cas, je crois qu'il faut réséquer le méso-appendiculaire qui nous permet de juger du R1 ou R0 ou R1 et surtout de l'envahissement dans le méso. On sait que la morbidité après appendicectomie est très faible. Mortalité, on a 0,01% avec une morbidité excessivement faible, avant tout dominée par des sepsis pariétales ou profonds. Et que si l'on place en regard cette morbimortalité d'appendicectomie versus ce qui se passe avec les colectomies droites, évidemment, on peut se poser des questions. Mortalité après colectomie droite 10 fois plus. Durée de moyenne de séjour, appendicectomie, on peut éventuellement le faire en ambulatoire. Là, on arrive à environ à une semaine, 8-10 jours. Il ne doit pas y avoir de la réhabilitation rapide. Un délai de reprise de transit quasi zéro pour après une appendicectomie, plus de 3 jours après colectomie droite. Des complications post-opératoires non négligeables, un taux de fistule qui atteint les 3%. Et puis, à long terme, il y a quand même des séquelles après une colectomie droite, avec une qualité de vie. Pour Théodopoulos, qui est publié donc en 2013, il a analysé la qualité de vie par rapport au préopératoire à 3 mois et à 6 mois. On a quasi, dans 5-10% des cas, des problèmes, urgence, constipation, flatulence, diarrhée. Alors maintenant, si l'on reprend cette courbe de Nussbaum, finalement, lorsque l'on regarde ça, trop TNE appendiculaire, trop de colectomie droite, je crois qu'on peut répondre oui. Pour les tumeurs d'1 cm, on devrait avoir 0% de colectomie droite, on en a 40%. Pour les tumeurs de 1 à 2 cm, on ne devrait discuter la colectomie droite que dans 10% des cas, elle est discutée dans plus de la moitié des cas. Donc il faut toujours prendre en compte tous les grades, excusez-moi. Je crois qu'il faut rester excessivement prudent et savoir au cas par cas vraiment poser les bonnes indications et ne sûrement pas faire de colectomie droite après une TNE appendiculaire de découverte fortuite inférieure à 1 cm. Je vous remercie. Merci pour ce message très clair. Donc Éric Mirallier pour le commentaire. Une courte discussion pour ne pas perdre de temps. Je crois que le premier élément de réponse, c'est Christophe Ressallet qui nous l'a donné tout à l'heure en disant que la première chose que regardait le juge, c'est est-ce que l'indication opératoire est formelle. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, je ne fais que reprendre ce que nous a montré Muriel Matonnet sur les taux de survie. Il suffit de regarder quelques secondes ces courbes pour voir l'intérêt de la colectomie droite systématique. Enfin, je fais de la provocation. Cette diapositive sur la morbimortalité de l'appendicectomie et celle sur les complications de la colectomie droite. Et je pense que l'essentiel du message est là. Posons nos indications et ne soyons pas effrayés par une maladie qui n'est pas si agressive que ça. En effet, c'est soit une maladie curable que la tumeur neuroendocrine de l'appendice. Elle est peu évolutive, elle a un potentiel grave et on est toujours tenté de vouloir faire le traitement maximum. Ça, c'est bien compréhensible d'avoir envie de guérir les patients, mais enfin, il ne faut pas oublier que la maladie n'est pas spécialement agressive, donc ne pas être plus toxique, nous, avec notre traitement chirurgical, que la maladie elle-même, que le surtraitement a un coût humain, on l'a vu avec la morbimortalité rapportée par Muriel Matonnet, elle a un coût économique, elle prend du temps, et dans des contraintes de bloc qu'on a de plus en plus, on ne peut sûrement pas se permettre d'avoir des indications qui ne sont pas parfaites pour remplir des programmes opératoires, et qu'à l'heure de la médecine personnalisée, on doit vraiment proposer un traitement utile et efficace, surtout avec la progression des connaissances. Donc il faut par contre ne pas rater les patients opérés, et c'est vraiment les facteurs de gravité que nous a cités Muriel Matonnet sur le grade, le R1, R2, l'envahissement du méso à plus de 3 mm, etc., qui doivent être connus par un chirurgien.
il faut savoir rassurer les patients et peut-être nous rassurer nous-mêmes, parce que si effectivement on n'arrive pas à rassurer les patients, il va être demandeur de colectomie droite et on aura beau jeu d'expliquer que c'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui. Et savoir discuter en collégialité ces indications de reprise, parce que Muriel Matonnet nous a bien montré qu'elles sont assez rares. Primum non nocere, c'est déjà pas mal dans notre métier. Je vous remercie. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Parce que là, je pense que vraiment les messages ont été très, très clairs, en fait. Donc c'était finalement un point d'interrogation avec une réponse oui, il y a trop de colectomie droite. Oui, Christophe Trésalet. Merci beaucoup pour ce topo. Pas facile à faire parce que c'est tellement débattu, compliqué, etc. Donc très belle synthèse. Ma question est, est-ce qu'il y a un intérêt à faire une coloscopie après avoir fait la découverte fortuite d'une neuroendocrine de l'appendice, parce que souvent les patients finissent par avoir une coloscopie et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de tumeur neuroendocrine du côlon associée, donc je ne vois pas l'intérêt, mais toi qui as fait la littérature, est-ce que tu as une notion de ça? Moi, je vais te dire oui, je crois qu'il vaut mieux faire une coloscopie, surtout si le sujet a plus de 50 ans, parce que tu peux avoir des adénocarcinomes coliques associés, c'est pas tant d'aller rechercher une tumeur neuroendocrine colique associée qui est absolument exceptionnelle. Si elles y sont, elles sont rectales, elles sont sous-muqueuses, elles sont toutes petites, elles ne sont pas coliques, mais plus pour rechercher une lésion associée de type adénoca ou polype. Mais c'est tout. Et la fréquence des adénocas du côlon dans cette situation, elle est la même que la population générale, ou est-ce qu'il y a un surrisque d'adénocas du côlon? Non. Non. Il n'y a pas de notion un vieux papier qui montrait oui. une petite augmentation. Voilà. En pratique, les gens avaient eu plus facilement une coloscopie. Oui. Je pense qu'il y avait un biais. En gros, le message, si vous devez avoir le protocole de surveillance de coloscopie tel qu'on les propose aujourd'hui. Donc c'est pas une obligation. Un jeune de 25 ans à qui t'enlève une neuroendocrine de l'appendice, tu n'envoies pas la coloscopie. Non. Voilà. En tout cas, c'est un très mauvais examen de surveillance quand la récidive est ganglionnaire. Et puis ça sert à rien. Tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc,